Le coût en euros, c'est un symptôme, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'appropriation privée des résultats de la recherche publique. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Pablo Rosi, je suis doctorant à Télécom ParisTech en sécurité informatique et annexement, comme je suis depuis longtemps, depuis le collège à peu près, militant pour le logiciel libre et la culture libre, en venant à la recherche, je me suis intéressé au libre accès à la recherche, qui pour moi est un des communs de la connaissance. Un commun, c'est quoi? C'est d'abord une ressource qui est partagée, qui peut être matérielle ou immatérielle, et c'est un mode d'accès à cette ressource et les règles de partage entre les ayants droit qui définissent leurs droits et leurs devoirs par rapport au commun. C'est aussi, et c'est important, un mode de gouvernance du commun qui peut être le résultat d'une tradition, dans certains cas, ou qui peut avoir été explicitement débattu, être le résultat de délibérations, et qui sert à régler les conflits qu'il pourrait y avoir entre les ayants droit qui pourraient mettre en péril l'existence du commun. Donc un commun de la connaissance typique, celui que vous connaissez tous, c'est Wikipédia. Ici, la ressource, c'est du savoir encyclopédique. Le mode d'accès, c'est l'accès libre en ligne pour tous. Et la possibilité de modifier les articles ou d'en rajouter pour contribuer à l'encyclopédie. Le mode de gouvernance, c'est une licence libre, c'est-à-dire une licence, c'est un texte juridique qui garantit à tous l'accès à ces données, au savoir, qui sont dans Wikipédia, et qui vous permet la réutilisation, la modification, la redistribution, à condition de citer Wikipédia. C'est le principe de la licence Creative Commons utilisée par Wikipédia. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre type d'encyclopédie un peu différent, où, pareil, tout le monde peut contribuer à cette encyclopédie. Tout le monde peut améliorer les articles quand il les voit, sauf qu'il faut payer 30 € pour consulter un article. Alors là, si vous êtes un peu curieux, vous allez vous dire ça fait cher, si je consulte juste un article par jour, ça me fait plus de 10 000 € par an. J'ai fait le calcul avant. Mais vous inquiétez pas, on a des abonnements annuels, on a pensé à vous, vous pouvez faire des économies, c'est génial. Imaginez que Wikipédia, comme actuellement, soit le résultat de notre travail collaboratif, mais qu'une entreprise s'accapare le fruit de ce travail et cherche à vous le revendre. Ça vous paraît complètement injuste, complètement absurde, et pourtant, dans le monde de la recherche, c'est le quotidien, c'est le fonctionnement du monde réel. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la recherche pour que vous compreniez en quoi tout ça est important. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est une maison d'édition scientifique, quel est son rôle, et puis on va voir du coup quels sont les problèmes et comment le libre accès cherche à les résoudre. Donc le fonctionnement de la recherche, très schématiquement, parce que je voudrais faire un fonctionnement qui fonctionne qui marche, qui décrit tous les domaines. Donc je reste vraiment très schématique, très global. En gros, les chercheurs se tiennent au courant de ce qui se fait dans leur domaine. Pour ça, ils ont besoin d'avoir accès aux articles, parce que c'est comme ça qu'ils communiquent. Donc ils lisent des articles qui sont écrits par leurs pairs. Ensuite, une fois qu'ils sont au courant de ce qui se fait, ils décident de quelle serait la bonne prochaine étape, de quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui est intéressant et qui est faisable avec les connaissances et les techniques actuelles. Ils se mettent au boulot, et quand ils obtiennent des résultats, qui peuvent évidemment être les résultats attendus ou pas du tout, ou ça peut être tout et n'importe quoi, en général, ça soulève plus de questions que ce que ça n'en résolve. Je ne sais pas si ça se dit en français. Mais dans tous les cas, si jamais ils estiment que ce qu'ils obtiennent fait suffisamment avancer le schmilblick, ils rédigent un article pour communiquer ces résultats au monde entier. Une fois que cet article est rédigé, ce qui se passe, c'est qu'il est soumis à une conférence ou à un journal. Une conférence ou un journal, ce n'est pas une entité qui n'existe pas, c'est aussi un ensemble de chercheurs, c'est des pairs de ces chercheurs-là, qui sont composés en comité éditorial, c'est-à-dire qui vont organiser l'évaluation des articles qui leur sont soumis, et puis ensuite dire c'est les articles qu'on a sélectionnés. Donc cette évaluation, elle est faite aussi par des chercheurs du comité éditorial, mais pas seulement, parce que parfois on peut avoir besoin d'un expert dans un autre domaine qu'on va aller chercher, qui ne fait pas forcément partie du comité éditorial de la revue ou de la conférence ciblée. Et cette évaluation est là pour s'assurer de la qualité de l'article, évidemment, mais aussi de sa rigueur, de sa nouveauté et de sa pertinence pour le journal ou la conférence ciblée. Évidemment, on ne va pas publier de l'histoire dans un journal de maths. Là, j'exagère, mais des fois, c'est un peu plus subtil. Une fois que l'article a subi ce processus d'évaluation par les pairs, il y a eu des modifications qui lui ont été apportées, et quand il est jugé bon, eh bien, on le publie.
Voilà. Donc c'est là qu'intervient la maison d'édition. La maison d'édition, son rôle, historiquement en tout cas, c'est de mettre en page proprement les articles. Parce que à la base, les chercheurs ils tapaient par exemple à la machine à écrire, voilà. Il fallait mettre ça joliment en page. Ensuite, son rôle, c'était de distribuer les articles. Avant Internet, c'était super important parce que il fallait diffuser les articles en papier dans le monde entier. Et ça, c'est un vrai boulot. Évidemment, comme c'est une entreprise privée, la maison d'édition, son premier but est de gagner de l'argent. Et indirectement, elles héritent d'un rôle dont on peut douter de la légitimité, qui est la visibilité et la reconnaissance des chercheurs. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous dire tout le mal que je pense de la bibliométrie, mais la bibliométrie, en gros, c'est la pratique qui consiste à évaluer un chercheur avec, disons, son nombre de publications. Voilà. Juste ce que je vais vous dire, c'est que cette pratique, c'est un frein énorme à l'évolution du système de publication et que du coup, les grosses maisons d'édition l'encouragent très fortement. Donc c'est elles qui fournissent les outils qui permettent de le faire, c'est elles qui font la pub pour ces outils. Voilà. Donc si on réfléchit un peu à ce que je vous ai dit jusque-là, vous vous rendez compte que tous les coûts sont assumés publiquement. Les chercheurs qui font la recherche, qui l'évaluent, qui s'organisent pour l'améliorer. L'évaluation par les pairs, ce n'est pas seulement une évaluation, c'est aussi une collaboration. Tout ça est payé publiquement, c'est des chercheurs qui sont payés par l'État, c'est des universités, c'est des laboratoires. Et une fois qu'on a fini, pour diffuser les articles, les maisons d'édition, elles exigent une cessation de copyright, c'est-à-dire qu'on leur donne les résultats de la recherche, les articles en tout cas. Et ensuite, ce qu'elles font, c'est qu'elles les revendent au public, c'est-à-dire à nouveau aux laboratoires et aux universités, qui doivent à nouveau payer pour accéder à ces articles, et c'est à des prix exorbitants. Quand je vous dis des prix exorbitants, c'est vraiment pas pour rigoler. Quand j'étais élève ici à l'ENS il y a quelques années, j'ai pu me procurer le rapport d'activité des bibliothèques. Et l'ENS, par an, dépense un peu plus d'1 million d'euros en ressources documentaires. C'est un petit établissement, l'ENS, par rapport à Jussieu à côté ou d'autres. Et en plus, l'ENS est très satisfaite de ne payer que 1 million d'euros parce que les chercheurs ici profitent des abonnements auxquels ils ont accès via les partenaires comme justement Jussieu, l'UPMC ou le CNRS. Le CNRS, justement, dépense environ 36 millions d'euros par an en ressources documentaires. 36 millions dans le budget du CNRS, vous pouvez me dire, ça ne fait pas énorme, c'est un peu plus d'1%, en gros, de son budget annuel. En revanche, c'est colossal quand on pense que 36 millions d'euros sur un an, ça paye quasiment 1000 thésards. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et en écho, du coup, à ces coûts qui ruinent les bibliothèques universitaires, littéralement, on a les bénéfices des maisons d'édition. Donc, par exemple, Reed Elsevier, qui en 2013 a fait plus de 2 milliards de bénéfices. Et ce chiffre est en augmentation constante. Le 5% que vous voyez sur le slide qui augmente chaque année, comme c'est eux qui décident du prix et que les universités sont obligées de payer, sinon elles n'ont pas accès à leur matériel de travail, les bénéfices sont chaque année plus importants. Voilà. Mais alors, moi, ce que je pense, c'est que le coût en euros dont je vous parle, c'est un symptôme, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'appropriation privée des résultats de la recherche publique. Par exemple, là, je parle d'accès citoyen. On pourrait imaginer que vous vouliez monter une super start-up innovante. Vous avez besoin des derniers résultats en informatique, en physique, en chimie, je ne sais pas. Vous n'y avez pas accès. Parce que vous pouvez dire « Oh, mais je paye 30 € pour un article », sauf que pour comprendre un article, il faut comprendre les articles qu'il cite, etc., etc. Vous allez avoir besoin d'avoir accès à beaucoup d'articles, d'autant plus qu'avant de l'acheter, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pas possible. Si vous avez un proche qui est atteint d'une maladie grave et que vous voulez consulter l'état de l'art en médecine, pareil. Vous ne pouvez pas, à moins d'être Bill Gates. Bon. Voilà. Donc il y a ce problème-là, et y compris dans le milieu académique, il y a un problème qui se pose très sérieux d'égalité entre les étudiants et les chercheurs. Déjà entre différentes facs, parce que pas toutes ont le même budget. Ici, on est plutôt chanceux à l'ENS, par exemple. Mais entre universités dans le monde entier, évidemment, les pays dans le sud ont beaucoup moins d'argent disponible pour la recherche que les pays dans le nord. C'est pas juste. Le libre accès, donc ça se pose comme solution à ces problèmes-là. Donc le libre accès, c'est la mise à disposition des publications et des données de recherche en accès libre, gratuit et illimité sur Internet, sans restriction de paiement, d'abonnement pris auprès d'éditeurs et de sociétés savantes. Comme quoi, Internet, c'est pas juste des chats dans des tubes. C'est pratique, Internet. Donc, Internet, ça permet quoi? Ça permet la diffusion plus globale, plus rapide et surtout à moindre coût des articles. Il faut savoir un autre truc,
c'est que je vous ai donné deux rôles importants des maisons d'édition tout à l'heure. Il y avait la diffusion, il y avait la mise en page. De plus en plus, la mise en page des articles est du ressort des chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les maisons d'édition fournissent un modèle de document, un template, par exemple, pour ceux qui font du LaTeX, une document de classe, pour ceux qui font du Word, un template Word. Et les chercheurs doivent eux-mêmes s'adapter à cette chose-là, et il y a très peu de modifications qui sont apportées derrière. Voilà. Donc il y a différents modèles de libre accès, il y en a 3. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la voie verte, l'auto-archivage. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, les chercheurs vont déposer eux-mêmes leurs articles sur des dépôts, donc des plateformes comme HAL ou Archive, qui sont des plateformes qui sont financées publiquement. Par exemple, HAL est financé majoritairement par le CNRS en France. Et ces plateformes permettent à tous d'accéder aux articles qui sont déposés dessus gratuitement. Donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est que, vous rappelez-vous, les chercheurs cèdent leur copyright aux maisons d'édition. Du coup, légalement, ils n'ont le droit de poser leurs articles sur ces plateformes qu'une fois que la maison d'édition les y autorise. Les maisons d'édition, en général, celles qui l'autorisent, mettent un embargo qui peut aller jusqu'à 2 ans avant cette autorisation. Et parfois, l'autorisation ne concerne qu'une version préprint de l'article. Une version préprint, ça va être une version qui n'a pas les petites modifications finales qui ont pu y être apportées, et parfois même pour certaines, qui ne contient pas les modifications apportées par l'évaluation par les pairs. Donc c'est la première version, c'est le brouillon, si vous voulez, de l'article, presque, on peut dire. Donc ça, c'est problématique. La deuxième voie, qu'on a appelée la voie dorée, parce que c'était censé être classe, et c'était ce que les gens voulaient au début, c'était l'accès directement dans la revue en libre accès. Le problème de cette voie, c'est qu'elle a été détournée par les maisons d'édition, qui ont dû se dire, en rigolant pas mal, « Ah ben, ils veulent plus payer pour les articles de leurs copains, on va les faire payer pour leurs propres articles. » Et du coup, c'est les auteurs qui doivent payer. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple chez Springer, où c'est 2 200 € hors taxe pour publier en libre accès. C'est évidemment les maisons d'édition qui décident du prix. Ça n'a aucun sens. Ça ne coûte pas 2 200 € d'héberger un PDF qui va être téléchargé 500 fois s'il a beaucoup de succès. C'est du n'importe quoi. Et puis, du coup, il y a la voie diamant, qui est celle que je viens défendre aujourd'hui. La voie diamant, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour les auteurs, c'est gratuit d'y accéder. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de nier les coûts de publication ou d'organisation. Seulement, l'argent qui était précédemment alloué aux abonnements peut servir très largement, et plus encore, à couvrir les frais qui peuvent être liés à ça. Par exemple, un exemple de mise en pratique de la voie diamant, c'est ce qu'on appelle les épi-revues. Les épi-revues, c'est des journaux où en fait, les chercheurs déposent leurs articles, typiquement dans des plateformes comme HAL ou Archive, et donc les articles sont déjà disponibles. Et ensuite, il y a l'évaluation par les pairs qui prend place. Cette évaluation, elle peut être faite comme actuellement, de toute façon, ça n'a pas de raison de changer, ou on peut essayer d'expérimenter un petit peu parce que ce n'est pas exempt de défaut non plus, l'évaluation par les pairs. Et ensuite, le volume du journal ou les actes de la conférence, c'est simplement une série de liens vers les versions acceptées des articles dans les dépôts. Et puis le dépôt peut mettre un petit tampon version peer-reviewée, donc évaluée par les pairs. 2 autres composantes importantes de la voie diamant, pour vraiment faire de la recherche et de l'accès à la recherche un commun de la connaissance, c'est l'utilisation de licences libres. Donc là, je vous ai mis le logo de Creative Commons, qui est la licence libre pour les documents la plus répandue. L'utilisation de licences libres, ça veut dire que les auteurs conservent leur copyright, et ça veut dire qu'on a un texte juridique qui garantit l'accès à tous à la ressource et la possibilité de la réutiliser, par exemple aux profs de l'imprimer pour la distribuer à des étudiants et tout, sous condition de citation des auteurs. L'autre point important, c'est la réappropriation de leurs moyens de production par les chercheurs. Ça, c'est un truc sur lequel il ne faut absolument pas flancher. C'est-à-dire qu'il faut que les comités éditoriaux, que ce soit des conférences ou des revues, se composent légalement, soit se dotent d'une existence légale, par exemple en association, et détiennent la revue. Pourquoi il faut qu'ils fassent ça? Parce que c'est le mode de gouvernance dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui ont les intérêts communs avec la société, c'est eux qui veulent que les articles soient diffusés. Donc c'est important que ce soit eux qui détiennent la revue et qui puissent la défendre légalement pour défendre le commun qu'elle représente. Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais vous faire passer. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à me poser des questions maintenant si on a le temps. Allez voir ma page web sur laquelle il y a un dossier beaucoup plus long que ça, où j'explique des choses beaucoup plus en détail sur ce sujet. Et évidemment, à consulter Wikipédia, il y a des très bonnes pages libre accès, open access, Creative Commons, licence libre, tout ça. Voilà, merci beaucoup.